reste supérieur au reste du monde, d'où leur tentative d'en abuser, puisque c'est la seule force réelle qui leur reste, qui est couplée à un autre système de domination qui s'appelle le système bancaire, que je définis dans mon bouquin, qui est assez difficile à définir, car la seule chose qu'on n'étudie pas quand on va à l'école, c'est on ne nous apprend pas ce qui permet de comprendre la domination. En fait, quelque chose qu'on n'apprend jamais, c'est ce que c'est que la monnaie, et ce que c'est que la logique de la domination par le système du prêt à intérêt et cette espèce de fiction et d'escroquerie qui s'appelle la stratégie de la dette. Alors là, c'est pareil pour ceux qui vont sur Internet, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont arrivés ici par hasard en se trompant de salle, parce qu'il y a l'anniversaire d'un petit garçon à côté, ont vu les vidéos de Paul Grignon sur l'argent dette, se sont intéressés aux travaux que nous diffusons à travers notre librairie Contre-Culture, sur le bouquin de Stache Mullins sur l'histoire de la réserve fédérale. Nous sommes assez fiers, nous et d'autres, d'avoir aidé à diffuser ces idées qui sont fondamentales, de comprendre ce que c'est que la stratégie de domination par le prêt et le prêt forcé, qui est voilà, je te tiens parce que tu me dois de l'argent, et je t'oblige à m'emprunter de l'argent, et je veux que tu m'en doives toujours. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui veut dire que l'empire, pour ramener vers la définition simple, c'est cette double pression et ce double pouvoir, c'est tu dois absolument être endetté auprès de ma banque, et si tu n'es pas d'accord pour être endetté, je te fais casser la gueule par l'armée américaine. Vous voyez ? Si on a fait Sciences Po normalement et qu'on est honnête et qu'on a un cerveau qui marche bien, au bout de 3 ans, on en arrive à cette phrase très courte et limpide. La domination impériale, c'est ça, le pouvoir mondial, c'est ça, c'est l'alliance de la banque, c'est-à-dire Wall Street, qui renvoie, selon Attali, au génie juif, c'est pas moi qui le dis, mais par contre, il n'y a que lui qui a le droit de le dire. Là, je renvoie pareil aux travaux de Sondar, qui ont été un peu masqués par les travaux de Weber. On a beaucoup poussé Weber et son éthique protestante du capitalisme pour cacher les travaux de Sondar, qui disait qu'avant d'être protestant, le capitalisme était d'abord juif. Et là, ça permet de faire une petite remarque. Effectivement, selon quelqu'un qui savait très bien de quoi il parlait, qui était Henry Ford, il y a dans l'intérieur du capitalisme, effectivement, un capitalisme plutôt entrepreneurial et frugal qui serait d'inspiration protestante et que les Suisses connaissent assez bien, car ils correspondent un peu à leur idiosyncrasie historique. Et puis il y aurait un capitalisme plus comprador et spéculatif qui serait plus juif, voilà, celui dont on parle plutôt Sondar. Ce qui est sûr, c'est que ces deux capitalismes ont marché ensemble et qu'aujourd'hui, l'un est en train de prendre le pouvoir sur l'autre pour des raisons déjà de logique interne au capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capitalisme est essentiellement financier, hautement spéculatif et antiproducteur. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus sur la création de richesse qui pouvait être la libye morale d'une certaine bourgeoisie entrepreneuriale qui pouvait à la limite combattre le marxisme en disant oui, mais nous créons de la valeur ajoutée, de la richesse, nous ne faisons pas qu'exploiter, extorquer de la plus-value, nous aussi produisons de la valeur ajoutée. Là, on est dans un débat, effectivement, la valeur ajoutée et la plus-value, qui sont finalement un débat moral et d'équilibre. Quid de l'extension de la plus-value, quid de la création de richesse, c'est une question intéressante et qui reste posée. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette question, qui était la question, je dirais, morale du capitalisme qui a cessé d'exister, à mon avis, depuis le virage mondialiste, et qui expliquait en gros ce qu'on appelait la France des années 60, des 30 glorieuses, qui était un équilibre création de richesse, extorsion de plus-value, c'est-à-dire PC communiste et gaulliste main dans la main, qu'on a appelé l'exception française, les 30 glorieuses, la planification, le libéralisme et la planification, et ce qu'on appelait l'État-providence, qui était un équilibre de libéral et de social, qui est quelque part, moi en vieillissant, qui vient du marxisme-léninisme, était quelque chose de pas si mal finalement, par rapport à ce qu'on a vécu depuis, qui s'est appelé le néolibéralisme, et qui est en fait une dérive progressive vers le capitalisme purement spéculatif financier, qui lui est un capitalisme de haut rendement à très court terme, qui ne fonctionne que par la destruction de richesses. C'est ce qui d'ailleurs produit un effet mécanique évident aujourd'hui qu'on constate au niveau des États-Unis, c'est que ça produit une très grande richesse de gens de moins en moins nombreux et un appauvrissement de plus en plus de la masse, c'est-à-dire d'abord prolétariat puis classe moyenne, parce que c'est un effondrement économique qui ne profite qu'à quelques-uns. Mais aujourd'hui, le pouvoir aux États-Unis, qui est la puissance impériale dominante, étant dans les mains de Wall Street, qui s'enrichit chaque jour un peu plus par le capitalisme financier ultra spéculatif et destructeur, et qui se maintient au pouvoir
on dirait, par la corruption, c'est-à-dire cet argent qu'elle crée en détruisant de la richesse, elle s'en sert pour corrompre les élites politiques représentatives pour qu'elles ne mettent pas un frein à leur domination, produit en fait en termes de rapport de classe quelque chose de très explosif, où il y a, Emmanuel Todd le dit d'ailleurs très bien, de plus en plus de gens de moins en moins nombreux qui captent une énorme richesse avec de moins en moins de gens en bas, de plus en plus de gens de plus en plus pauvres. Ce qui se traduit en ce moment par les émeutes que vous avez aux États-Unis, beaucoup moins relayées que l'affaire syrienne dans les médias, mais quand même assez importantes. Ces émeutes des 1%, des 99% contre les 1%, qui expriment exactement ce nouveau rapport de classe entre l'hyperclasse mondialisée, nomade, spéculative, financière, dont s'enorgueillit de faire partie M. Attali. Ce qui est bien, c'est qu'il suffit de prendre les arguments chez l'ennemi, hein. Il n'y a pas de spéculation là-dedans, il suffit de prendre leurs revendications et leurs spéculations. Et en face, vous avez la horde des gueux, les dominés, le nouveau cerf du mondialisme, ce qu'on appelait avant les exclus de la croissance, les perdants des restructurations, enfin, on avait des mots comme ça pour nous amener à ce constat. Et là, on est effectivement dans une société ultra-violente, ultra-inégalitaire, tenue par des gens qui se prétendent libéraux, mais là aussi, petite digression, qui sont en fait des oligarchiques intégraux, car là aussi, petite parenthèse, il faut comprendre qu'on subit un double processus croisé, c'est qu'à la fois, le monde est de plus en plus libéral au sens idéologique, c'est-à-dire extension de la logique marchande, qui se répand de plus en plus de la sphère marchande initiale à tout ce qui est au-delà de la marchandise, c'est-à-dire les produits culturels, puis le corps, les organes, l'air. Vous voyez, donc c'est l'extension de la logique marchande, donc ça veut dire que c'est une extension de l'idéologie libérale, mais de l'autre côté, nous ne sommes plus dans le libéralisme de marché, c'est-à-dire une société de concurrence, nous sommes dans une dictature oligarchique de gens qui ont le pouvoir économique en ne respectant aucune loi du marché, hein, c'est-à-dire les États-Unis imposent leur domination économique, non pas par leur performance économique sur les marchés, mais par la violence militaire et, autre chose, toujours pareil, la fausse monnaie de l'art. C'est-à-dire qu'ils vous obligent finalement à acheter, d'ailleurs c'est même plus acheter parce qu'ils n'ont plus rien à vendre, ils vous rachètent vos entreprises avec de la fausse monnaie, ils vous empêchent de vendre vos marchandises en interdisant la concurrence. Alors ça se voit très visiblement sur les marchés de l'armement, mais après on peut pousser et voir que c'est pareil, ça devient de plus en plus évident dans l'agroalimentaire, ça s'étend de plus en plus. Donc on est dans une société de plus en plus libérale au sens idéologique, c'est-à-dire que tout est marchandise, qui est une société de désacralisation intégrale, et donc de déshumanisation, d'où les réactions religieuses évidentes de gens qui appellent ça le satanisme, ce qui est normal, c'est une religion où le sacré n'existe plus, une religion d'horizontalité et de relativisme intégral, qui est une société qui a été décrite selon ces critères par toutes les sagesses de tout le monde comme une société qui va vers sa destruction et une société de type satanique. Donc ça c'est une évidence, l'extension de la logique marchande à tout et la définition matérialiste du satanisme, hein. C'est-à-dire c'est la destruction de la morale, ce qui nous amène à une logique par exemple à la fin évidente, il n'y a plus de service public. On paye pour avoir des pompiers si on a les moyens de payer, et si vous n'avez pas payé l'assurance pompier, les pompiers ne viennent pas attendre arrêter l'incendie chez vous. Ce qui pose un problème, même je dirais, de dysfonctionnement collectif, parce que le feu peut se propager à l'immeuble d'à côté. Voilà. Donc après la question c'est, il n'a pas payé sa cotise, mais si on éteint pas l'incendie, ça va cramer l'immeuble d'à côté, et que lui a payé. Ce qui veut dire que ce processus libéral intégral est totalement dysfonctionnel sur le plan de la gestion collective. Et ça, on le vit chaque jour un peu plus. On l'a vécu avec la privatisation du ferroviaire en Angleterre, et là je viens de parler avec un type de la SNCF en descendant du train. Je dis comment ça se fait que le TGV met 3 quarts d'heure de plus pour arriver qu'il mettait l'année dernière. Il me dit parce qu'on avait privatisé les voies, c'est une catastrophe, elles sont toutes en voie d'effondrement, on est en train de tout racheter en douce, c'est-à-dire que la SNCF rachète toutes les voies, et il y a 2 ans de travail à mort pour pas que les trains déraillent, tellement c'est une catastrophe. Et ça, vous n'en entendez pas parler. C'est-à-dire que la SNCF est en train de racheter les voies qui avaient été privatisées, ce qui veut dire qu'il y a des dysfonctionnements dans le système libéral qui prouvent que c'est, au niveau anthropologique, quelque chose qui est une aberration quand ça devient un plein pouvoir. Voilà. Et si on regarde de l'autre côté, en réalité, nous ne sommes plus du tout en situation de marché. Il est pratiquement impossible de monter une PME, une PMI. Vous êtes étranglé par les impôts. Il suffit de regarder les statistiques de dépôt de bilan de la moyenne entreprise. La classe moyenne s'effondre. Et tout le système de marché aujourd'hui est oligarchique, c'est-à-dire est un privilège de caste qui fonctionne sur la dette obligatoire, le racket monétaire et le racket bancaire, avec les stratégies d'endettement, etc. Et en dernière instance, si vous ne voulez pas vous soumettre, sur la menace par l'armée américaine. Et vu comme ça, on peut comprendre, quand on voit la contradiction de ce système libéral
et ce mensonge libéral, ce racket bancaire et cette violence, que pour aller à l'exemple, les guerres actuellement que l'Empire met en place selon un calendrier et qui ont donné notamment l'écrasement, la destruction de la Libye, quel que soit le jugement qu'on pouvait porter sur Kadhafi, sont aussi des processus militaires pour aller intégrer de force des gens qui ont des fonds souverains, parce qu'ils fonctionnaient un peu hors économie bancaire mondialisée, pour aller en fait leur voler leur argent, parce qu'en fait le système bancaire hautement spéculatif financier américain est en voie d'effondrement, c'est une certitude, hein, on réinjecte de la fausse monnaie en permanence pour cacher une faillite, mais plus on injecte de fausse monnaie, moins elle ne vaut quelque chose. Donc c'est comme quand il manque un peu de vin dans la barrique, parce qu'on a picolé, on met un peu d'eau. Ça peut marcher tant qu'il y a 5% d'eau, mais quand on arrive à 90% d'eau dans une barrique de vin, c'est plus du vin. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans ce problème-là d'une fuite en avant exponentielle de fausse monnaie, dont on sait tous qu'elle aboutit à une pyramide de, je sais pas, on dit de Ponzi ou je sais pas quoi, et qu'on va vers l'effondrement. Et pour ne pas admettre cet effondrement, ou pour survivre à cet effondrement, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'était le sujet de ma conférence de Toulon, la guerre.